C'était un après-midi exceptionnellement lumineux pour un début avril dans le village de Lower Tetherley. Ce hameau caché des South Downs où les haies fleurissaient avant l'heure du calendrier et où les rumeurs allaient plus vite que le courrier. Le thé annuel du Spring Garden Club, organisé cette année sur la pelouse du presbytère, sous des banderoles flottantes et à côté de nappes brodées de pivoine, ne promettait rien de plus scandaleux qu'un débat sur la meilleure façon de multiplier les pois de senteur. Miss Jane Marple, chapeau gris tourterelle et chaussures confortables, était assise discrètement à la table d'angle, sirotant un Darjeeling tiède, ses yeux bleu pâle passant discrètement des jonquilles, trop arrosées aux fleurs de cerisier trop parfumées. Elle était venue, comme toujours, non par enthousiasme horticole, mais parce que le Garden Club Tea était le lieu où l'on remarquait les choses, et Miss Marple avait consacré sa vie à les remarquer. Elle l'a encore ramené, n'est-ce pas? Murmura-t-elle à côté d'elle, suivi d'un léger tintement de tasse à thé. Miss Marple ne se retourna pas, mais elle reconnut la voix. Madame Gwen Forsyth, veuve depuis peu et ravivée par l'énergie d'une personne discrètement curieuse. Son murmure ne s'adressait pas à Miss Marple, mais à sa propre amie, Madame Elspeth Crane. Ensemble, les deux dames observèrent avec une subtilité pointue un couple debout près des camélias primées. L'élégante et un peu trop théâtrale, Madame Venetia Rivington et son compagnon de toujours depuis peu, Monsieur Archibald Archie Smethwick, le tailleur du village. Archie était connu pour deux choses, son talent extraordinaire pour les ourlets et ses manières plutôt théâtrales, qui, selon la personne interrogée, relevaient soit du charme continental, soit de la pure affectation. Sa boutique, Smethwick & Stitch, était coincée entre l'épicier et le pharmacien, et était fréquentée autant pour les ragots que pour les retouches. Venetia a toujours eu le don d'attirer l'attention, murmura Madame Crane. Mais amener un artisan au Garden Club, c'est un peu osé, vous ne trouvez pas? Miss Marple s'autorisa un léger sourire, mais ne dit rien. Son regard, cependant, s'attarda un peu plus longtemps que nécessaire sur Archie Smethwick. Il portait un costume en lin couleur crème qui trahissait l'assurance ou un certain mépris de la boue. Il se tenait trop droit, pensa-t-elle. Les hommes qui avaient repassé leur vie à mesurer les autres s'efforçaient rarement autant de paraître grands. La conversation tourna brièvement autour du mildiou des tulipes et de la tentative désastreuse de Madame Protheroe de créer une taupière. De roses, quand soudain la femme du vicaire poussa un petit cri involontaire. Un murmure se répandit comme des ondulations sur un étang. Là, affalé de façon grotesque derrière la haie de Troène à l'arrière de la pelouse, se trouvait le même Archie Smethwick, affalé comme s'il dormait, une main tendue et l'autre enroulée dans son gilet. Un cri traversa le murmure. Vénétie, Rivington. Quelques instants plus tard, tout le monde comprit ce que Miss Marple avait déjà deviné au moment où la foule commença à se rassembler. Archibald Smethwick, tailleur de Lower Tetherley, avait été assassiné. La garden party s'était dissipée dans une panique sourde. Les tasses en porcelaine tintaient nerveusement sur les soucoupes, le thé oublié, et des murmures s'élevaient, comme de la vapeur, au-dessus des parterres de fleurs. Venetia Rivington fut emmenée par Madame Protheroe, sa main gantée, tremblant, dans le vide, les yeux écarquillés et vitreux comme si elle risquait de se briser à tout instant. Je viens de le voir, murmura Venetia d'une voix tendue. Il a dit qu'il avait besoin de prendre l'air, près de la haie. Il souriait. Miss Marple resta assise, immobile. Les autres s'agitaient, mais elle resta assise sous l'arche de Glycine, les mains soigneusement croisées sur son sac à main. Elle observait les ondulations se former et se propager, non pas dans l'herbe, mais parmi les gens. Le corps de M. Smethwick avait été retrouvé par Barney, le labrador du pasteur, qui avait reniflé, avec trop d'insistance, au pied de la haie de Troène, jusqu'à ce que quelqu'un, un écolier envoyé chercher d'autres morceaux de sucre, le suive et découvre ce que personne n'attendait. Le corps n'était pas là depuis longtemps. C'est ce que Miss Marple avait compris en entendant la voix basse et vive des policiers arriver moins de 20 minutes plus tard. L'inspecteur-chef Denham, avec son habituel par-dessus et son regard permanent, se plaignait déjà de week-end, gâché. Traumatisme contondant, dit le docteur Anscombe, le médecin du village, appelé avec une routine sinistre.
Un coup franc sur le côté de la tête. Il y a une blessure, des ecchymoses. Probablement quelque chose de lourd. Peut-être du métal. Difficile à dire sans autopsie. Ce ne serait pas l'une de ces récompenses de jardin, n'est-ce pas? Songea Denham en regardant la coupe en argent absurdement grande qui se trouvait parmi les hortensias. Miss Marple n'a pas ri, bien que plusieurs villageois l'aient fait, trop vite. Aucune arme ne fut immédiatement trouvée. Mais ce qui retint l'attention de Miss Marple, plus que le décès, plus que l'étalage de Vénétia ou les grognements de Denham, fut l'expression qui s'était dessinée sur le visage d'Archie Smethwick. Elle l'avait aperçu, fugitivement, avant qu'on ne le recouvre d'une bâche. De la surprise, certes, mais plus encore. De l'offense. Il avait l'air, pensa Miss Marple, d'avoir été insulté plutôt que frappé. En début de soirée, le jardin était bouclé. Les banderoles s'affaissaient sous le vent, et la plupart des invités étaient rentrés chez eux, où tasses de thé et théories étaient remplies. Le village murmurait. Lower Tetherley n'appréciait pas le meurtre. Cela s'était déjà produit, bien sûr. Une fois, pendant la guerre, lorsqu'un soldat avait disparu et avait été retrouvé dans un fossé. Mais c'était différent. Les morts, en temps de guerre, étaient assortis d'une sorte de permission. Mais là, c'était tout autre chose. Un tailleur, un commerçant, foudroyé en plein jour, lors d'une manifestation publique. À l'auberge du King's Quay, après 3 pintes, le boucher affirma avoir toujours dit qu'Archie avait du style. La femme du pharmacien murmura à table que Vénétia avait passé beaucoup trop de temps en essayage ces derniers temps. Dans les salons et les petits salons, des questions discrètes commencèrent à surgir. Pourquoi quelqu'un voudrait-il tuer un tailleur? Et s'il l'avait fait, pourquoi là-bas? Pourquoi alors? De retour dans sa maisonnette modeste et soignée, au bout de Church Lane, Miss Marple prépara un dîner léger, compote de rhubarbe et tranches de fromage, et réfléchit. Archie était un pilier du village depuis près de 15 ans. Il avait repris la boutique de son oncle, le vieux M. Smethwick, dont les costumes présentaient toujours une curieuse bosse à l'épaule gauche et qui était mort paisiblement un matin d'hiver dans son fauteuil. Archie avait modernisé les choses, des coupes plus ajustées, des tissus plus fins, une touche d'élégance. Il était toujours précis, et plus que cela, discret. La discrétion, Miss Marple le savait, était rare dans la vie villageoise, et pourtant, Archie la gardait précieusement, comme une vertu. Il ne racontait jamais d'histoire, ne parlait jamais à tort et à travers. Mais les secrets, même non exprimés, pesaient toujours sur leur contenant. Miss Marple avait autrefois connu une jeune fille à St. Mary Mead, un peu comme Vénétia Rivington, tout en soie, sourire et mystère. Cette jeune fille, elle aussi, avait fréquenté un homme que tout le monde trouvait indigne d'elle. Et cette jeune fille, elle aussi, avait fini au milieu d'un scandale que personne n'aurait voulu nommer à voix haute. Elle remua son thé, regardant les feuilles se déposer. Le lendemain matin, l'inspecteur Denham vint lui rendre visite, non pas pour solliciter de l'aide, bien sûr, mais plutôt par simple routine. Il nourrissait toujours une certaine méfiance quant à l'implication de Miss Marple, mais pas au point de risquer de l'ignorer complètement. Elle lui offrit des sablés et la promesse tacite qu'elle lui dirait, un jour ou l'autre, quelque chose d'utile. Aucune trace de l'arme du crime, admit-il en mâchant. Pas d'empreinte de pas, pas de véritable lutte. Tout est très propre, trop propre à mon avis. Vénétia dit qu'elle l'a laissé seul un instant, qu'il était joyeux, qu'il avait hâte de porter des costumes d'été, qu'il avait quelque chose à voir avec de nouvelles commandes. « Avez-vous parlé à M. Dilloway ?» demanda Miss Marple d'un ton doux en tamponnant sa serviette. Denham fronça les sourcils. « Le pressing ? Pas encore. Pourquoi ? » « Oh, je me demandais juste. Lui et M. Smethwick avaient une sorte d'interdépendance, professionnelle. Et M. Dilloway est un homme nerveux. Parfois, la nervosité révèle plus que l'audace. » Denham ne dit rien, mais son froncement de sourcils s'accentua. Alors qu'il se levait pour partir, Miss Marple demanda avec désinvolture « Ah, dites-moi, est-ce que quelqu'un a mentionné le maître ruban de M. Smethwick ?» Denham cligna des yeux. Son quoi ? Son maître ruban. Il ne sortait jamais sans. Une habitude curieuse, me disais-je, un peu comme un stéthoscope pour un médecin.
Ça lui donnait un air déterminé. Denham resta silencieux un instant. Puis il marmonna quelque chose à propos de regarder à l'intérieur et partit, la boîte de sablé sensiblement plus légère. Plus tard dans la journée, Venetia Rivington retourna au magasin. La police l'y avait autorisée. Elle avait besoin d'elle pour vérifier si quelque chose avait été volé. Miss Marple se rendait à la poste et s'arrêta devant. Smethwick and Stitch au moment précis où Venetia franchissait la porte, son visage était pâle, ses gants froissés à force d'être tordus dans ses mains. La boutique paraissait étrangement intacte. Des rouleaux de tissu trônaient sur leurs étagères, un mannequin sans tête portait un smoking à moitié épinglé, et le comptoir brillait du lustre de mains expertes. Venetia s'avança, la sonnette au-dessus de la porte émettant un léger tintement. Elle hésita derrière le comptoir, puis se pencha vers le tiroir où Archie rangeait ses maîtres rubans. Elle l'ouvrit, puis s'arrêta. Miss Marple, qui n'avait bien sûr aucune raison de s'attarder, se retourna et s'éloigna juste au moment où Venetia haletait. Le ruban à mesurer avait disparu. Miss Marple n'avait pas besoin de voir le tiroir pour le savoir. C'était écrit dans le souffle surpris de Venetia, dans la raideur de son dos et dans la façon dont ses yeux se posèrent derrière elle, bien qu'il n'y ait personne pour la voir, sauf qu'il y en avait eu, bien sûr. Miss Marple retourna vers Church Lane du même pas calme qu'à son habitude. Elle savait ce que signifiait cet instant. Ce n'est pas ce que la Vénétie avait perdu, mais ce que quelqu'un d'autre avait pris. Et plus important encore, pourquoi? Elle ne savait pas encore qui avait tué Archie Smethwick, mais elle savait maintenant que quelqu'un avait pris ses mesures de plusieurs manières, et tous n'étaient pas destinés au costume. Des ombres se déplaçaient à Lower Tetherley, bien avant le coucher du soleil. La brume matinale planait sur Lower Tetherley, tandis que Miss Marple empruntait le chemin sinueux menant à la boutique du village, les pensées lourdes des découvertes de la journée. La disparition du maître, ruban d'Archie Smethwick, était un détail étrange, mais qui semblait chargé d'une signification cachée. C'était un détail insignifiant. Après tout, un maître ruban de tailleur était facile à remplacer, mais son absence suggérait que quelqu'un voulait prendre plus que de simples mesures de tissu. Chez l'épicier, la foule habituelle était rassemblée. Madame Forsyth, au regard perçant, Monsieur Hargreaves, le facteur, et le jeune Timothy Pritchard, qui semblait impatient de donner sa version des événements de la veille. Mademoiselle Marple hocha poliment la tête en passant, percevant le courant sous-jacent des rumeurs concernant la mort d'Archie et la soudaine méfiance du village envers tout le monde et personne à la fois. À l'intérieur de la boutique, Miss Marple trouva le commerçant, M. Hargreaves, en train de disposer des œufs frais sur le comptoir. Il s'arrêta et lui lança un regard entendu. « Des nouvelles du meurtre, Miss Marple » demanda-t-il à voix basse. « Seulement que le village est plus instable qu'il ne l'a été depuis des années, » répondit-elle, « et qu'un petit bout de ficelle, ou plutôt de ruban adhésif, a disparu de la boutique du tailleur. » Monsieur Hargreaves fronça les sourcils. « C'est bizarre. Archie était méticuleux avec ses outils. Il prenait toujours soin de son maître ruban. Il ne le quittait jamais des yeux. » Miss Marple sourit faiblement. « Les outils peuvent raconter des histoires, Monsieur Hargreaves. C'est ce qu'on en fait ensuite qui compte. » Elle quitta la boutique et continua vers la pharmacie, où Madame Larkins s'était occupée à remplir des ordonnances, mais avait le temps de partager les derniers potins du village. « Vous avez entendu ?» demanda Madame Larkins en baissant la voix, comme si les murs avaient des oreilles. Venetia Rivington a été vue en train de se disputer avec Archie la veille de la fête. Des propos acerbes, paraît-il. Miss Marple plissa les yeux. Les disputes sont aussi courantes que les marguerites au printemps, Madame Larkins. Mais parfois, elles révèlent des problèmes plus profonds. En marchant, Miss Marple songeait aux habitants de Lower Tetherley. Venetia Rivington, avec sa grâce et son mystère. Madame Forsyth, toujours prête à fouiner. Et Archie lui-même, un homme qui avait mesuré plus que des vêtements au fil des ans. Elle se souvenait de l'expression d'Archie lorsqu'il avait été retrouvé. Offensé, surpris. Était-ce un indice? Avait-il reconnu son assassin? À midi, Miss Marple se rendit au presbytère pour parler avec le révérend Drummond, un homme aimable dont le comportement calme masquait une intelligence vive. Mademoiselle Marple,
Vous arrivez à point nommé, dit le vicaire en l'introduisant, dans son bureau. On parle de tension sous la surface paisible de notre village. On murmure des choses sur de vieilles dettes, des rancunes oubliées, et même des amours secrètes. La vie du village révérend est souvent un patchwork, de secrets cousus ensemble par des sourires polis, y observa Miss Marple. Le révérend Drummond acquiesça. Archie était un homme réservé, mais non exempt de problèmes. Il m'a un jour confié un différend testamentaire avec un parent éloigné. « Ah !» dit Miss Marple, la curiosité piquée au vif. « L'héritage complique souvent la vie la plus simple. En effet, acquiesça le vicaire. Je crois que l'affaire était en voie de résolution, mais les tensions persistaient. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple s'est retrouvée dehors Smethwick & Stitch & Co. une fois. Le magasin était fermé, une petite pancarte annonçant sa réouverture prochaine. Elle remarqua une silhouette s'approcher. L'avocat, M. Alistair Penrose, qui s'occupait de nombreuses affaires du village. Mademoiselle Marple, la salua-t-il d'un bref hochement de tête. Je pensais vous trouver ici. La police m'a demandé d'enquêter sur la succession de M. Smethwick. C'est assez compliqué, semble-t-il. Les complications accompagnent souvent l'inattendu, répondit doucement Miss Marple. En effet, il manque des papiers et l'inventaire du magasin est incomplet. Le mètre ruban manquant est un détail insignifiant, mais curieux. Miss Marple réfléchit à cela. Ah, c'est une petite chose, mais pas insignifiante. Exactement. Feu M. Smethwick avait des secrets, j'en suis sûr. La plupart d'entre nous en ont. C'est ce que nous choisissons de révéler qui compte. À la tombée de la nuit, Miss Marple rentra chez elle, ses pensées entremêlant suspicion et mystère. Le maître ruban manquant, la présence tendue de Vénétia, les disputes murmurées, tout laissait présager une histoire plus complexe qu'un simple meurtre. Ce soir-là, un coup, frappé à sa porte, fit sursauter Miss Marple. C'était Madame Forsyth, le regard brillant d'urgence. « Mademoiselle Marple, j'ai pensé que vous aimeriez savoir qu'on a aperçu Timothy Pritchard près de la haie où Archie a été retrouvé, tard, hier soir. » Le regard de Miss Marple s'aiguisa. « Merci, Madame Forsyth, c'est vraiment utile. » Alors que la porte se refermait sur sa visiteuse, Miss Marple se rassit, les pièces du puzzle commençant à s'aligner. Quelqu'un avait pris une mesure de trop, celle de la confiance, de la loyauté, de la tromperie. Et Miss Marple avait l'intention de défaire chaque point. La nouvelle des errances nocturnes de Timothy Pritchard devint rapidement la dernière vague dans l'agitation de Lower Titterley. Il n'était pas surprenant que le nom du jeune homme apparaisse. Dans un village où chacun savait ce que chacun faisait, ou croyait savoir, personne n'était trop petit ou trop insignifiant pour échapper aux soupçons. Miss Marple était assise tranquillement dans son salon, un léger parfum de compote de rhubarbe flottant encore dans l'air, tandis qu'elle réfléchissait à ce que cela signifiait. Timothy était le fils de Madame Pritchard, la couturière du village qui effectuait souvent de petites réparations pour la boutique d'Archie. À 16 ans, il avait l'air agité et enthousiaste de la jeunesse, mêlé à quelque chose d'autre, de la nervosité, peut-être, ou de la culpabilité. La lumière matinale traversait les rideaux de dentelle, illuminant les pages du journal local, où le meurtre du tailleur faisait la une. Le titre était audacieux et sensationnel, mais l'article lui-même était mince et spéculatif, se concentrant sur les déclarations de la police et les habituels commentaires des villageois effrayés. Miss Marple n'avait jamais fait confiance à la presse pour saisir les subtilités de la nature humaine. C'était dans les silences et les petits gestes que se cachait la vérité. Plus tard dans la journée, Miss Marple se rendit chez Timothy, à l'extrémité du village. La petite maison était propre mais meublée simplement, laissant entrevoir une vie au jour le jour. Des bouts de tissu épinglés au coussin, un coffre en bois usé par les années. Timothy ouvrit, le visage pâle et les yeux perçants comme un oiseau en cage. « Mademoiselle Marple, dit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, je ne voulais pas causer d'ennuis. »« Les ennuis sont souvent l'ombre d'autre chose, Timothy, » répondit-elle doucement. « J'ai cru comprendre que tu étais près de la haie tard hier soir. » Il déglutit difficilement. « Je n'arrivais pas à dormir. Je m'inquiétais pour M. Smethwick. On s'est disputé récemment, à propos d'argent. Il a dit que si
Je ne payais pas. Il dirait des choses à ma mère sur moi. Miss Marple hocha la tête pensivement. Les dettes et les secrets sont une compagnie dangereuse. Mais avez-vous vu quelqu'un d'autre? Non, juste moi. J'étais seul. Ses yeux clignèrent, mais il n'y avait aucune malveillance. Merci de me l'avoir dit, Timothy. Je te garderai dans mes confidences. Tandis qu'elle s'éloignait, Miss Marple était en proie à une vive agitation. Une dispute d'argent pouvait expliquer la tension, mais elle ne semblait guère justifier un meurtre, surtout un meurtre aussi public. Elle percevait quelque chose de plus profond, caché sous la peur du garçon. Le lendemain matin, le village se rassembla à nouveau, cette fois à la salle des fêtes, où l'inspecteur en chef Denham menait une enquête informelle. Venetia Rivington était présente, toujours pâle et posée, malgré un regard hanté. Les villageois attendaient avec anxiété, échangeant murmures et regards en coin. Denham commença par exposer les faits. Aucune arme trouvée, aucun suspect clairement identifié et aucun mobile évident. Il insista sur la nécessité de faire preuve de calme et de patience. Pourtant, tandis qu'il parlait, Miss Marple observa les subtils changements d'expression parmi les personnes présentes. Des pincements de lèvres, une brève lueur de peur, des regards curieux échangés entre Venetia et Madame Forsyth. Après la réunion, Miss Marple s'attarda près de la porte, où Venetia s'approcha d'elle avec un sourire hésitant. « Mademoiselle Marple, j'apprécie votre discrétion, » dit doucement Venetia. « Je crains d'avoir été injustement jugée. Archie et moi, nous avons eu nos différends, mais je ne lui ai jamais souhaité de mal. » Miss Marple la regarda avec bienveillance. « Parfois, Venetia, ceux avec qui nous nous disputons sont ceux qui nous connaissent le mieux. » Venetia baissa les yeux. « Il y a des choses que tu ignores. Archie n'était pas qu'un simple tailleur. Il tenait des registres, lettres, comptes, des choses qui pouvaient ruiner des réputations. Je crois que quelqu'un craignait ce qu'il risquait de révéler. » L'intérêt de Miss Marple s'accrut. « Savez-vous qui » Venetia hésita. « Non, mais je pense que le maître ruban manquant était un indice. Ce n'était pas seulement un outil, c'était symbolique. Il mesurait bien plus que du tissu. » La journée s'allongea, et Miss Marple retourna à son cottage, où l'attendait une lettre de maître Alistair Penrose, l'avocat, qui la priait de se rendre à la boutique de Smethwick pour examiner des documents récemment découverts concernant les affaires d'Archie. Cet après-midi-là, ils se retrouvèrent au milieu de l'odeur des tissus et du bourdonnement paisible du village. Penrose sortit une liasse de papier, des registres, des lettres et un petit carnet aux bords abîmés. Archie était méticuleux, dit Penrose en feuilletant les pages. Mais ses écrits laissent entrevoir autre chose. Des sommes non comptabilisées, des noms barrés, des notes énigmatiques. Les yeux de Miss Marple se plissèrent lorsqu'elle lut une entrée particulière mentionnant une somme due par un service d'urgence et une note sur des mesures prises au-delà du tissu. L'écriture était soignée, mais le sens obscur. « Qui est U.R. » demanda Miss Marple. « Probablement Madame Rivington, » répondit Penrose. Elle s'est montrée peu communicative lors des entretiens. Miss Marple méditait sur l'ironie de la situation. Venetia, posée et raffinée, était désormais plus étroitement liée que jamais au mystère. À la tombée de la nuit, on frappa à la porte de Miss Marple. C'était Madame Forsyth, essoufflée et les yeux écarquillés. « Mademoiselle Marple, j'ai entendu quelque chose d'étrange, » dit-elle d'un ton pressant. Au pub, quelques hommes parlaient d'une lettre qu'Archie avait récemment envoyée. Une lettre qui menaçait de faire scandale. « Savez-vous à qui était adressée la lettre » demanda Miss Marple. « Non, mais ils ont dit qu'il était caché, dans la boutique, peut-être, à l'endroit où il a pris ses dernières mesures. » Les mots flottaient dans l'air comme un manteau. Les pensées de Miss Marple s'emballèrent. Une lettre cachée, un maître ruban disparu, des secrets dissimulés sous le tissu et la tromperie. Son enquête se déroulait avec la lente précision d'un maître brodeur, chaque détail étant un fil étroitement tissé dans le motif d'un mystère mortel. Et quelque part dans le village, le tueur observait et attendait que la prochaine mesure soit prise. Miss Marple se réveilla le lendemain matin avec une lucidité qui ne lui était apparue qu'après une nuit passée à ressasser des mystères.
Les fragments des derniers jours d'Archie Smethwick, le maître ruban manquant, les écritures énigmatiques du grand livre. Tout commençait à tisser une tapisserie plus complexe qu'elle ne l'avait d'abord imaginée. Sous le calme apparent de Lower Tetherley, une tension subtile se tendut comme les fils de l'atelier d'Archie, prêts à se rompre. Sa première visite était à Smethwick & Stitch. La boutique avait rouvert ce matin-là, même si elle ressemblait davantage à un sanctuaire qu'à un lieu de travail, encore lourde du poids des événements récents. Monsieur Penrose l'accueillit à la porte, l'air d'un homme accablé de secrets qu'il n'osait pas démêler. « Mademoiselle Marple », ici, la salua-t-il avec une légère révérence. « J'ai découvert quelque chose qui pourrait vous intéresser. » Il la conduisit à l'arrière de la boutique, où une porte étroite s'ouvrait sur une petite réserve. L'air était chargé d'une odeur de naphtaline et de vieux tissus. Archie conservait ses papiers personnels ici, expliqua Penrose en écartant un rideau poussiéreux pour révéler une boîte en bois. J'ai trouvé ceci parmi eux. À l'intérieur de la boîte se trouvait une liasse de lettres, nouée d'un ruban délavé, certaines écrites d'une main délicate, d'autres tapées à la machine, mais annotées du griffonnage caractéristique d'Archie. Miss Marple dénoua soigneusement le ruban et commença à éplucher la correspondance. Une lettre, en particulier, retint son attention. Elle était adressée à Venetia Rivington et portait un cachet postal datant de 6 mois. La lettre était mesurée, mais constituait indéniablement un avertissement. Archie y évoquait des dettes impayées et des conséquences imminentes, conseillant à Venetia de régler les choses discrètement, sous peine d'être exposée. L'écriture manuscrite sous le texte dactylographié ajoutait une note glaçante. Les mesures prises ne sont pas toujours réversibles. Miss Marple leva les yeux et regarda Penrose. Cela confirme les craintes de Venetia. Mais cela soulève aussi des questions. Pourquoi conserver une telle lettre dans un endroit aussi exposé? Et pourquoi retirer le maître ruban? Penrose secoua la tête. Je ne peux pas le dire, mais il y a plus. Le registre comprend des écritures pour des paiements effectués en espèces, non comptabilisés dans la comptabilité du magasin. Et les sommes ne sont pas négligeables. Le soleil de l'après-midi perçait les vitrines, tandis que Miss Marple contemplait ces révélations. Le maître ruban disparu lui sembla soudain moins un simple outil qu'un symbole, une tentative de contrôle ou de manipulation. Peut-être Archie avait-il mesuré plus que du tissu. Peut-être avait-il mesuré les limites de la confiance et de la trahison. Plus tard, alors que Miss Marple se promenait sur la place du village, elle aperçut Venetia, assise seule sur un banc, contemplant les haies soigneusement taillées. S'approchant discrètement, Miss Marple prit place à côté d'elle. « Venetia, j'ai vu la lettre, » dit-elle doucement. « Il semblerait que les choses entre toi et Archie n'étaient pas aussi simples qu'elles le semblaient. » Venetia soupira, les mains jointes sur ses genoux. « Oui, et je crains que le scandale qu'il laissait entendre n'ait ruiné beaucoup de choses. La réputation de ma famille, la paix fragile que j'ai préservée ici. Croyez-vous que quelqu'un ait voulu faire taire Archie à cause de ça? » Le regard de Venetia se durcit. « Je le sais, mais qui parmi nous est capable de meurtre ?» Miss Marple sourit faiblement. « C'est bien là la question, n'est-ce pas? Souvent, ce sont nos proches qui ont les ciseaux les plus pointus. » Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Madame Forsyth, qui s'approcha vivement, les yeux brillants d'urgence. « Mademoiselle Marple, Venetia, je pensais que vous deviez le savoir. Timothy Pritchard a avoué quelque chose au vicaire. Il semble qu'il ait vu M. Smethwick se disputer avec quelqu'un d'autre la nuit de sa mort. » Le visage de Venetia pâlit. Une autre ombre dans la nuit. Miss Marple se leva et hocha la tête d'un air pensif. « Alors, nous devons suivre ces ombres. » Ce soir-là, Miss Marple assista à une petite réunion au presbytère, où Timothy, sous l'œil attentif du révérend Drummond, raconta sa version des faits. Le garçon raconta avoir vu une silhouette, grande et vêtue d'un manteau, pénétrer dans la haie près de la boutique peu après minuit. La silhouette portait un objet long et fin, peut-être un bâton ou un parapluie. « Mais je n'ai pas vu le visage, » admit Timothy, la voix tremblante, « seulement la silhouette. » Miss Marple écoutait attentivement, notant l'anxiété du garçon et le soin avec lequel il choisissait ses mots. La présence d'une seconde personne à ces heures cruciales ajoutait à la complexité de l'affaire.
Qui Archie avait-il rencontré? Et pourquoi? Le lendemain matin, Miss Marple rendit visite à Madame Pritchard pour discuter du comportement récent de Timothy. La couturière était bouleversée, mais reconnaissante de la gentillesse de Miss Marple. « Il est agité depuis le meurtre », expliqua Madame Pritchard. « Il a dit qu'il craignait que quelqu'un ne lui fasse du mal. » Miss Marple fronça les sourcils. La peur pouvait être un puissant moteur, et parfois un moyen de taire la vérité. De retour à son cottage, Miss Marple trouva une lettre qui l'attendait. Elle provenait du facteur du village, M. Hargreaves, qui rapportait avoir surpris une conversation entre deux hommes du village, dont l'un avait mentionné avoir vu Venetia, Rivington près de la haie à une heure inhabituelle, la nuit du meurtre. La nouvelle troubla Miss Marple. Le calme délicat de Venetia semblait inébranlable, mais le fait de la placer sur les lieux du drame ne fit qu'accentuer le mystère. Cet après-midi-là, Miss Marple décida d'aller elle-même voir la haie. Le fourré enchevêtré, humide et ombragé, dissimulait bien plus que des ronces. En examinant attentivement le sol, elle remarqua une légère empreinte dans la terre meuble. Une empreinte de pas, petite et délicate, probablement celle d'une femme. Près du pied d'un aubépine, Miss Marple aperçut un morceau de tissu accroché à une épine. Le tissu était fin, sombre, et assorti à la robe que Venetia avait portée à la fête du village. Son cœur s'emballa. La preuve était subtile, mais elle était là. Plus tard, à l'auberge locale, Miss Marple trouva Venetia seule près du feu, regardant les flammes. « Venetia, » dit doucement Miss Marple, « j'ai trouvé ça près de la haie. » Elle sortit le morceau de tissu. Les yeux de Venetia vacillèrent, mais elle garda son calme. « Je m'y rends souvent pour réfléchir, » admit-elle. « Ce soir-là, je suis allée parler à Archie. Je voulais le convaincre d'abandonner ses menaces. »« Et l'a-t-il fait » demanda Miss Marple. Venetia hésita. « Non, il était catégorique. Mais je suis partie avant qu'il n'arrive quoi que ce soit. » Miss Marple l'observa. « Et pourtant, vous étiez près de la haie quand Timothy aperçut la silhouette ? » ?»« Oui. Mais je vous assure que je suis partie avant minuit. » Les récits contradictoires tissaient un réseau plus dense. La visite de Venetia à la haie était indéniable, mais l'observation d'une autre silhouette par Timothy l'était tout autant. Miss Marple sentit les premiers fils d'une vérité plus profonde émerger, des vérités qui exigeraient toute sa subtilité et sa patience pour être démêlées. Entre paroles mesurées et motivations cachées, le tueur rôdait, attendant que le dernier point soit tiré. Le fragile équilibre de la suspicion à Lower Tiderley avait commencé à se modifier, imperceptiblement mais indéniablement, comme le subtil relâchement d'un nœud qui, une fois défait, détricoterait tout ce qui semblait si soigneusement entretenu. Miss Marple savait bien que lorsque le tissu d'une petite communauté commençait à s'effilocher, c'était souvent la moindre traction qui le défaisait entièrement. Le lendemain de sa conversation avec Venetia Rivington, Miss Marple décida d'aller rendre visite au vicaire, le révérend Drummond, dont la présence paisible au village offrait souvent un ancrage paisible au milieu de la tempête qui s'intensifiait. Le bureau du vicaire était chaleureux et accueillant, le parfum des vieux livres se mêlant au léger arôme du tabac à pipe. « Révérend, » commença doucement Miss Marple, « pourriez-vous me poser quelques questions sur Timothy Pritchard ? Il semblait assez perturbé lors de la réunion d'hier soir. » Le révérend hocha la tête d'un air pensif. « Oui, Miss Marple, Timothy est un bon garçon, mais il porte un fardeau plus lourd que beaucoup de ses aînés. Depuis le meurtre, il est agité et craintif. Je le soupçonne d'en savoir plus qu'il ne veut bien le dire. » Les yeux de Miss Marple pétillèrent de faiblement. La peur a le don de réduire au silence, mais parfois elle révèle aussi. Le révérend Drummond hésita, puis ajouta « Certains paroissiens parlent aussi d'un nouvel arrivant au village, Monsieur Carleton. Il est arrivé il y a quelques mois seulement, et reste généralement discret. Certains murmurent qu'il aurait eu des désaccords avec Archie Smethwick. » L'intérêt de Miss Marple fut piqué. « Monsieur Carleton, dites-vous ? Je ne l'ai pas encore rencontré. »« Il possède le vieux moulin en périphérie, » expliqua le vicaire. « Un homme solitaire, mais aisé. Il paraît qu'il n'apprécie pas les ragots du village. » Miss Marple le remercia et partit avec un nouveau fil conducteur à suivre.
L'arrivée de ce nouveau venu dans la trame dense du village introduisait une nouvelle variable, un étranger dont la présence pouvait déstabiliser même les communautés les plus stables. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple se rendit au Vieux Moulin. Le bâtiment, autrefois un haut lieu d'activité industrielle, était désormais silencieux, ses grandes fenêtres reflétant le ciel gris comme des yeux vigilants. Un étroit sentier serpentait à travers le jardin envahi par la végétation, jusqu'à la porte d'entrée, où une plaque en laiton indiquait simplement « Carlton ». Après quelques hésitations, Miss Marple sonna. La porte fut ouverte par un homme grand d'une quarantaine d'années, au regard perçant et aux manières réservées. « Miss Marple, je suppose » dit-il d'une voix douce mais prudente. « Oui » répondit-elle avec un sourire chaleureux. « Je me demandais si nous pouvions parler un instant de votre récente arrivée à Lower Titterley et de votre rencontre avec feu M. Smethwick. » L'expression de M. Carlton se crispa, bien qu'il l'invitât à entrer. L'intérieur était austère, mais de bon goût, garni de livres et de beaux meubles qui suggéraient richesse et raffinement. « Je vais être honnête, » dit Carlton après quelques civilités. « Archie et moi avons eu des désaccords. Il était assez insistant sur certains points, des demandes que je trouvais franchement déraisonnables. » Miss Marple inclina la tête. Ces désaccords auraient-ils pu s'aggraver au point de devenir dangereux? Carlton eut un rire mesuré. « Je suis un homme d'affaires, Miss Marple. Les disputes font partie du métier. Mais un meurtre? Non. Ce serait de la folie. Pourtant, les yeux de l'homme trahissaient une lueur d'autre chose, de la défensive, peut-être de la culpabilité. « Puis-je vous demander sur quoi portèrent ces demandes ?» insista doucement Miss Marple. « Des paiements, » admit Carlton à contre-cœur. « Archie prétendait que je lui devais de l'argent pour des travaux sur ma propriété. Mais c'était une invention. J'ai payé ce qui était juste. Il essayait de m'extorquer. » Miss Marple nota ce nouveau mobile. L'extorsion, surtout lorsqu'elle était associée à un homme au secret et à des mensurations dépassant le simple tissu, dressait un tableau complexe. De retour au centre du village, Miss Marple décida de se rendre au pub local, un lieu où les ragots étaient souvent les plus vifs. Le propriétaire, M. Hargreaves, l'accueillit chaleureusement. « Mademoiselle Marple, vous êtes très occupée ces temps-ci, » dit-il. « On parle beaucoup de la dispute entre M. Carlton et Smethwick. On dit que c'était houleux, avec des menaces qui fusent. Quelqu'un a entendu des détails ?» demanda Miss Marple en s'installant dans un coin. Hargreaves hocha la tête. Quelques bribes, mais une chose ressortait. Une conversation sur une mesure manquante, qui, selon eux, était essentielle pour régler l'affaire. L'esprit de Miss Marple s'emballa. Le maître ruban manquant, le registre mystérieux, les lettres, et maintenant ce nouveau détail. Quelqu'un avait bel et bien pris plus que de simples mesures de tissu. Il avait pris le pouvoir, l'influence, le contrôle. À mesure que la soirée avançait, Miss Marple se surprit à réfléchir au rôle de chaque villageois dans ce drame qui se déroulait. La peur et le secret de Vénétia, la culpabilité insatiable de Timothy, la défensive de Carlton et la présence discrète de Madame Forsyth. Chacun de ces éléments constituait un fil conducteur étroit du mystère. Le lendemain, une surprise arriva. Madame Forsyth en personne rendit visite à Mademoiselle Marple, les mains légèrement tremblantes, tandis qu'elle lui tendait une petite enveloppe. « J'ai trouvé ça caché dans un vieux carnet de patron d'Archie, » dit-elle. « Je ne voulais pas le garder secret. À l'intérieur se trouvait une lettre, jaunie et fragile, adressée à un destinataire inconnu, mais portant une signature que Miss Marple reconnut immédiatement, Lady Edith Rivington, la mère de Vénétia. La lettre évoquait un scandale passé impliquant la famille Rivington, une liaison illicite, des menaces de dénonciation et un appel désespéré au silence. Elle laissait entendre qu'Archie Smethwick avait été le gardien de nombreux secrets de ce genre, les maniant comme des ciseaux tranchant le vernis de la respectabilité. Miss Marple ressentit le poids de cette découverte. Les racines du crime remontaient plus loin dans le passé du village que quiconque ne l'avait soupçonné. Ce soir-là, assise près du feu, Miss Marple repensa au maître ruban disparu. Plus qu'un outil, c'était un symbole de mesure, de jugement et, finalement, de contrôle. Celui qui l'avait pris avait non seulement arraché un morceau de tissu,
mais aussi un morceau de pouvoir des mains d'Archie. Les jours qui suivirent furent rythmés par des observations discrètes et des questions subtiles. Miss Marple observait Vénétia se déplacer dans le village, son calme habituel teinté d'une certaine fragilité. Elle écoutait les conversations chuchotées des villageois, notant les incohérences et les demi-vérités. Un après-midi, une révélation soudaine se produisit lorsque Mademoiselle Marple reçut un visiteur inattendu. Monsieur Harold Giles, un employé local réputé pour sa discrétion et sa mémoire vive. Il lui tendit un bout de papier portant un seul mot. « Ledger ». « J'ai vu le grand livre disparu », murmura Giles avec urgence. « Il est caché dans les archives de l'église, déguisé en vieux livre de contes. Archie voulait le protéger. » Les yeux de Miss Marple s'illuminèrent. Le grand livre pouvait bien détenir la clé du mystère, la mesure finale qui révélerait la vérité. Reprenant courage, elle se dirigea vers l'église, dont les vieux murs de pierre résonnaient d'histoire et de secrets. Dans les archives, elle trouva le registre, dont la couverture de cuir usé ne trahissait rien du scandale et des mensonges qu'il contenait. En feuilletant les pages, les chiffres et les noms racontaient une histoire de dettes et de trahison, de services demandés et refusés. La dernière note était une note glaçante. Mesure prise au-delà de l'autorisation. Solde dû. Intégralement réglé. Miss Marple ferma lentement le registre, comprenant enfin qu'il ne s'agissait pas simplement d'argent ou de tissu, mais de jugement et de calcul. Le village de Lower Titterley avait été construit par les apparences et les convenances sociales, mais sous la surface se cachait un modèle de tromperie et de peur. Et Miss Marple, avec son esprit calme et observateur, était désormais prête à tout démêler, une étape mesurée à la fois. La brume du soir s'installa doucement sur Lower Titterley, tandis que Miss Marple revenait des archives de l'église, le registre relié de cuir soigneusement serré dans ses bras. Le village, enveloppé de son habituel silence crépusculaire, semblait désormais plus mystérieux, comme s'il retenait son souffle, attendant que la vérité éclate. Elle savait que ce registre était un point crucial dans la trame du mystère. La note finale codée sur « mesure prise au-delà de ce qui est autorisé » n'était pas seulement une inscription, mais un message, un indice enveloppé de mots précis. Ce soir-là, assise près de son feu, le grand livre ouvert devant elle, Miss Marple commença à reconstituer les écritures du grand livre avec ce qu'elle savait déjà. Les paiements exigés par Archie Smethwick n'étaient pas de simples dettes, mais des transactions empreintes d'influence, de chantage et de ressentiments dissimulés. Il était clair que la réputation du tailleur était entachée de secrets, que d'autres voulaient enfouir profondément. Elle songea à l'implication de Vénétia Rivington. La peur de Vénétia, le morceau de tissu retrouvé près de la haie, la lettre de menace d'Archie, tout suggérait une tentative complexe et désespérée pour empêcher les scandales familiaux d'éclater. Pourtant, Vénétia avait insisté pour quitter la haie avant minuit, et l'observation par Timothy d'une silhouette masquée, après cette heure, restait inexpliquée. Le lendemain matin, les pensées de Miss Marple furent interrompues par la visite de M. Harold Giles. Le regard anxieux du commis s'éveilla lorsqu'il entra dans son salon. « Mademoiselle Marple, j'ai fait quelques recherches, » dit-il à voix basse. « J'ai posé des questions sur le nouveau venu, M. Carlton. Il a quelque chose d'étrange. » Miss Marple inclina la tête. « Vas-y. Il semble que les transactions immobilières de Carlton s'étendent au-delà du moulin. J'ai entendu dire qu'il essayait d'acquérir des terres et des commerces autour du village, dont Smethwick and Stitch. » Archie lui barrait la route. Miss Marple hocha lentement la tête, son esprit repensant à cette nouvelle pièce du puzzle. N'est-ce pas ? Ambition commerciale de Carlton, combinée au vieux chantage et au mystérieux maître ruban disparu, suggérait plus qu'une simple querelle. « Je rendrai une autre visite à Carlton, » dit-elle pensivement. Plus tard dans la journée, Miss Marple se retrouva de nouveau au moulin. M. Carlton la salua, son attitude réservée inchangée. Pourtant, sous ses dehors raffinés, Miss Marple sentait un certain malaise. « Monsieur Carlton, j'ai appris que vous tentiez d'acheter l'entreprise de M. Smethwick, » dit-elle doucement. « M. Smethwick a-t-il refusé de vous la vendre ?» Carlton plissa les yeux. Archie était têtu. Il se prenait pour le gardien des traditions
alors que je suis un homme de progrès. Nos désaccords se sont envenimés, mais je ne lui ai jamais voulu de mal. Miss Marple remarqua une lueur subtile dans ses yeux, un mélange d'irritation et de quelque chose qui ressemblait à de la peur. « Puis-je vous poser une question ?» poursuivit-elle. « À propos du maître ruban manquant, il semble avoir causé plus de problèmes qu'on ne le pensait. » Le visage de Carlton s'assombrit légèrement. Ce maître ruban était spécial. Plus qu'un simple outil, c'était un symbole. Il représentait le contrôle, l'influence. Archie détenait des secrets. Il s'en servait pour maintenir les gens dans le droit chemin. Lorsqu'il a disparu, les tensions ont grimpé. Miss Marple insista, l'observant attentivement. « Pensez-vous que la personne qui l'a pris avait l'intention de faire taire M. Smethwick ?» Carlton hésita avant de répondre. « Je ne sais pas qui l'a pris, mais celui qui l'a fait savait que l'enjeu était élevé. » En quittant le moulin, Miss Marple sentit le filet des soupçons se resserrer. Les ambitions de Carlton, les craintes de Venetia, l'observation de Timothy, les secrets du grand livre, tout cela formait un nœud complexe. Ce soir-là, Miss Marple rendit visite à Venetia une fois de plus. Venetia était plus calme, son calme d'antan cédant la place à une énergie nerveuse. « Venetia, » commença doucement Miss Marple, « il y a plus que la peur d'être démasquée. La mort d'Archie Smethwick a ravivé de vieux ressentiments et ambitions. Je dois vous demander, avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel chez votre entourage ces derniers jours ?» Venetia hésita, puis murmura « J'ai remarqué que M. Giles se comportait bizarrement. Il a toujours été discret, mais ces derniers temps, il pose des questions étranges sur le registre et sur les affaires d'Archie. » Miss Marple plissa les yeux, pensive. Giles avait été utile, voire essentiel, pour découvrir le registre, mais le commentaire de Venetia sema le doute. « Je vais lui parler, » dit doucement Miss Marple. De retour chez elle, elle trouva M. Giles qui l'attendait sur le pas de sa porte, l'air plus anxieux qu'avant. « Mademoiselle Marple, il fallait que je vienne, » dit-il, essoufflé. « J'ai bien peur d'avoir commis une terrible erreur. »« Quel genre d'erreur ?» demanda Miss Marple en lui faisant signe d'entrer. Giles regarda nerveusement autour de lui, avant de baisser la voix. « Je ne voulais pas faire de mal, mais j'ai surpris une conversation entre M. Penrose et M. Carlton l'autre soir. Ils parlaient de règlement de compte et de s'assurer que personne ne se mêle de leurs affaires. Je crains qu'ils ne soient impliqués dans quelque chose de plus sombre que de simples affaires. » Miss Marple écoutait attentivement. Les deux hommes semblaient assez polis en apparence, mais s'ils avaient conspiré pour protéger leurs intérêts, cela pouvait expliquer bien des choses, notamment la disparition du maître ruban et la pression exercée sur Archie. « Avez-vous entendu quelque chose à propos de la nuit du meurtre ?» a-t-elle demandé. Giles secoua la tête. « Non, mais le ton était menaçant. Je m'inquiète pour le village et pour moi-même. » Cette nuit-là, Miss Marple ne parvint pas à trouver le repos. Elle arpenta la pièce, revoyant les détails une fois de plus. Le village semblait receler plus de secrets qu'elle ne l'avait imaginé. Des secrets qui menaçaient d'éclater et de provoquer des conséquences mortelles. Elle comprenait l'importance d'une observation subtile et d'une conversation attentive. La clé résidait non seulement dans ce que les gens disaient, mais aussi dans ce qu'ils évitaient de dire, dans les pauses, les regards, les tensions soigneusement dissimulées. Tôt le lendemain matin, Miss Marple rendit visite à M. Penrose à la boutique. Penrose l'accueillit avec un sourire poli, mais une pointe d'inquiétude. « Monsieur Penrose, » commença-t-elle, « j'ai cru comprendre que vous aviez une relation d'affaires avec M. Carlton. Pourriez-vous m'en dire plus sur vos relations ?» Penrose soupira, ses doigts tordant nerveusement un mouchoir. C'était difficile. Carlton est un homme astucieux, déterminé à agrandir ses possessions. Archie lui barrait la route, ce qui le rendait impatient, assez impatiente pour « ne tuer ». Le ton de Miss Marple était doux mais ferme. Penrose évita son regard. « Je ne sais pas, mais on en a parlé. Après la mort d'Archie, Carlton s'est empressé de sécuriser la boutique, et il y a eu une dispute entre eux la nuit de la mort d'Archie. » Miss Marple nota attentivement la confession. Les éléments s'alignaient. Mobile, opportunité,
et escalade du conflit. En quittant la boutique, Miss Marple marqua une pause, contemplant la façade de Smethwick & Stitch. Cette boutique de village, apparemment tranquille, était le théâtre de batailles secrètes, des luttes pour l'orgueil, le pouvoir et la préservation des secrets. L'après-midi apporta un événement inattendu. Timothy Pritchard apparut à la porte de Miss Marple, serrant fermement un petit paquet. « Mademoiselle Marple, » dit-il avec hésitation. « J'ai trouvé ça près de la haie où j'ai vu la silhouette. J'avais trop peur pour le dire avant. » À l'intérieur du colis se trouvait un dé à coudre fin et finement travaillé, gravé des initiales. A.S. Les yeux de Miss Marple s'illuminèrent. Ce petit objet, facilement méconnu, était un objet personnel d'Archie Smethwick, et sa localisation près de la haie suggérait une lutte ou une tentative de dissimulation de preuves. « Merci, Timothy, » dit-elle chaleureusement. « Tu as très bien travaillé. » Tandis que Timothy partait, Miss Marple resta assise en silence, réfléchissant aux implications. Le dé à coudre reliait de manière tangible la scène de la mystérieuse silhouette à Archie. Celui qui s'était trouvé près de la haie emportait avec lui un fragment du monde d'Archie, peut-être volé par colère ou par panique. La trame se précisait, mais le motif restait complexe. Le désespoir de Venetia, l'ambition de Carlton, la loyauté fragile de Penrose, la peur de Timothy et maintenant les avertissements murmurés de Giles, tout cela s'entremêlait. Et au cœur de tout cela, le maître ruban manquant, la mesure d'un crime qui avait dépassé les bornes. Miss Marple comprit que les jours à venir exigeraient de la patience et des tests minutieux de chaque fil. Le tueur était toujours là, probablement à l'affût, attendant de voir si sa façade soigneusement construite tiendrait. Mais Miss Marple, toujours patiente et discrètement observatrice, était prête à tirer le dernier point et à révéler la vérité cachée dans les ombres de Lower Tetherley. Miss Marple se réveilla le lendemain matin au doux carillon de son réveil, la pâle lumière de l'aube filtrant à travers les rideaux de dentelle. Comme toujours en ces temps troublés, son esprit tissait déjà les fils de l'enquête pour en tirer une image plus claire. Le petit dé à coudre aux initiales d'Archie Smethwick, retrouvé près de la haie, était devenu un symbole tangible de la lutte qui avait conduit à la disparition du tailleur. Pourtant, l'identité de la silhouette encapuchonnée aperçue par Timothy demeurait un mystère, une ombre parmi les secrets murmurés du village. Avec un léger soupir, elle s'habilla et se prépara pour la journée, décidant de retourner à la haie. Peut-être qu'un examen plus approfondi de la scène révélerait quelque chose qui avait échappé à la précipitation de l'enquête initiale. L'air matinal était vif et portait le parfum de l'aubépine en fleurs et de la terre humide. La haie, un épais fourré d'aubépine et de rosiers sauvages, bordait l'allée menant à Smethwick & Stitch. Et c'est là que Timothy avait aperçu la silhouette dans l'ombre cette nuit fatidique. Miss Marple examina attentivement le sol, notant les légères empreintes dans la terre meuble. On y lisait des signes de mouvement précipité, une éraflure ici, une brindille cassée là, signes subtils d'une lutte ou d'une fuite précipitée. Ses doigts effleurèrent le sol près de la base de la haie et s'arrêtèrent sur quelque chose de dur sous un fouillis de feuilles. C'était un fin morceau de tissu, grossièrement déchiré. Le tissu était un velours vert intense, le genre de velours que Venetia Rivington portait lors de ses fréquentes réceptions. Miss Marple empocha soigneusement le morceau, pressentant que ce fragment pourrait bien révéler une histoire. Son retour à travers le village la conduisit sur la place, où les habitants commençaient leurs activités quotidiennes. Comme toujours, les yeux de Lower Tetherley la fixaient avec un mélange de curiosité et de suspicion tacite, comme s'ils attendèrent de voir comment l'enquête allait tourner. Madame Carmichael, la receveuse de poste, s'arrêta sur le seuil de sa porte pour lui faire signe. « Bonjour, Miss Marple. J'ai entendu dire qu'il y a eu beaucoup de bruit au sujet de ce maître ruban disparu. Certains disent qu'il vaut plus que de l'or dans ce village. » Miss Marple sourit doucement. « Parfois, Madame Carmichael, les plus petites choses recèlent les plus grands secrets. » La visite du jour chez Venetia s'ensuivit naturellement. Venetia ouvrit la porte, le visage pâle mais calme. Miss Marple remarqua une tension nouvelle dans son regard, une lueur de peur sous son air posé. « Venetia,
J'ai trouvé un morceau de velours vert près de la haie, commença Miss Marple en montrant le morceau. Le reconnais-tu? Les lèvres de Vénétia se pincèrent, mais elle hocha légèrement la tête. Ça pourrait venir d'une de mes robes. J'ai dû la déchirer en sortant ce soir-là, mais je suis sûre d'avoir quitté la haie bien avant minuit. Miss Marple pencha la tête d'un air pensif. Vous disiez craindre pour votre famille. Quelqu'un d'autre qu'Archie Smethwick vous a-t-il menacé? Les yeux de Vénétia se détournèrent. Les hommes de M. Carleton m'ont lancé des regards, froids. Je soupçonne qu'ils veulent que je vende les terres familiales. Mais mon père n'accepterait jamais. Avant que Miss Marple puisse poser d'autres questions, un coup soudain les interrompit. L'expression de Vénétia se crispa, et elle se précipita vers la porte. C'était Timothy Pritchard, serrant une lettre d'une main tremblante. « Mademoiselle Marple, je viens de trouver ceci glissé sous la porte. Pas de signature. » Elle prit la lettre et la déplia soigneusement. Les mots à l'intérieur étaient brefs mais glaçants. « Arrêtez de creuser, ou vous vous retrouverez hors de ce monde. » Vénétia haleta, et Miss Marple sentit le frisson familier du danger qui rôdait. L'expéditeur du message cherchait à intimider et à réduire au silence. Cet après-midi-là, Miss Marple alla trouver l'inspecteur Craddock pour lui faire part de ses dernières découvertes. L'inspecteur l'attendait au commissariat du village, l'air frustré. « Mademoiselle Marple, dit-il, l'enquête officielle avance. Nous nous concentrons sur Carleton et Penrose, compte tenu de leurs différends connus avec Smethwick, mais rien de concret n'a encore émergé. » Miss Marple hocha la tête. « Je comprends, mais je crois que la situation est plus compliquée. Il y a des menaces contre Vénétia, des signes de lutte près de la haie et l'implication d'autres personnes qui ont des raisons de se taire. » Craddock soupira. « Ce village recèle plus de secrets que je ne le pensais. Je vais multiplier les patrouilles et tenter de protéger Vénétia. » En quittant la gare, Miss Marple sentit le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. L'équilibre fragile entre justice et paix à Lower Tetherley était menacé, et seul un dénouement prudent de la nature humaine pourrait le rétablir. Sa visite suivante fut au vieux moulin, où M. Carleton supervisait les réparations. L'homme leva les yeux à son approche, son visage formant un masque indéchiffrable. « Monsieur Carleton, » commença Miss Marple, « je comprends que vous vous sentiez menacé depuis la mort d'Archie. » Il haussa les épaules. « Bien sûr, perdre un rival en affaires est déstabilisant, mais je n'ai rien à voir avec son meurtre. » Elle observa sa posture, la crispation de sa bouche, son léger évitement du regard. « Tu as dit un jour que le maître ruban était un symbole de contrôle. Archie t'a-t-il déjà menacé avec ?» Les yeux de Carleton vacillèrent brusquement. C'était un homme qui utilisait tous les outils à sa disposition. Mais les menaces? Non, il était plus subtil. La subtilité peut être dangereuse, répondit doucement Miss Marple. Après leur conversation, Miss Marple s'arrêta près de l'établi, observant un ensemble d'outils de mesure. Elle remarqua que l'un d'eux était légèrement tordu, une petite imperfection qui semblait déplacée. Pensées se tournèrent vers les autres villageois, et plus particulièrement vers Harold Giles. Elle prit rendez-vous avec lui en privé plus tard dans la soirée, chez elle. À l'arrivée de Giles, sa nervosité était évidente. Miss Marple lui offrit du thé et attendit patiemment avant de parler. « Monsieur Giles, j'ai cru comprendre que vous aviez entendu une conversation troublante entre Monsieur Penrose et Monsieur Carleton. Qu'avez-vous entendu d'autre ?» Giles déglutit difficilement. Il parlait de règlement de compte et de s'assurer que tout soit réglé. Je crains que ce ne soit pas que du business. Miss Marple croisa les mains. Avez-vous entendu parler du maître ruban? Il hocha la tête. Il disait à main que c'était la clé pour maintenir le calme dans le village. Miss Marple plissa les yeux. Et le maître ruban manquant? Croyez-vous qu'il ait été emporté pour dissimuler autre chose qu'un simple vol? Giles hocha vigoureusement la tête. Oui, Miss Marple. Je pense que c'était la preuve de quelque chose de pire. Tandis que Giles partait, Miss Marple resta assise en silence, les pièces du puzzle tournant dans sa tête. Le maître ruban était plus qu'un outil. C'était un moyen de pression, un témoin silencieux de secrets qu'il valait mieux taire. Cette
Nuit-là, Miss Marple repensa à la peur de Venetia, à l'ambition de Carlton, au silence gêné de Penrose, à l'avertissement de Giles et aux faibles indices près de la haie. Tous ces éléments, combinés, suggéraient que le meurtre n'était pas un acte isolé, mais l'aboutissement d'années de ressentiment et de menaces cachées. Elle savait que la prochaine étape consistait à confronter subtilement les villageois, à observer leurs réactions face à des vérités soigneusement placées. L'heure était venue pour Miss Marple de passer à l'épreuve finale, un jeu psychologique discret pour démêler l'écheveau de tromperie et de peur. Mais qui dévoilerait son jeu en premier? L'ambitieux M. Carlton, prêt à tout pour protéger ses intérêts? L'angoissée Venetia, luttant pour préserver le nom de sa famille? Ou le mal à l'aise M. Penrose, au passé trouble et à la loyauté silencieuse? Miss Marple sourit faiblement. La partie était lancée, et elle, comme toujours, était prête à jouer. Les jours qui suivirent apportèrent une tension incessante à Lower Titherley, le village semblant retenir son souffle sous un ciel gris, chargé de vérités non dites. Miss Marple, silencieuse et modeste comme toujours, poursuivit ses investigations subtiles, observant le rythme de la vie du village, notant ce qui se disait et, plus important encore, ce qui restait non dit. Le temps pressait, et elle savait que tôt ou tard, les fils cachés commenceraient à se dénouer. Elle passa une matinée au café du village, un petit endroit où les habitants se réunissaient pour échanger nouvelles, ragots et opinions. Les conversations étaient souvent anodines, mais sous la surface, les courants sous-jacents étaient révélateurs. Le regard perçant de Miss Marple capta les regards furtifs échangés entre Carlton et Penrose lorsque leurs noms étaient mentionnés, ainsi que les spéculations chuchotées sur la situation précaire de Venetia Rivington au village. C'est là que Miss Marple remarqua pour la première fois le léger changement dans l'attitude de Venetia, la légère hésitation à répondre. Aux questions, le tapotement nerveux de ses doigts sur sa tasse de thé, un nouveau malaise s'était installé en elle, qui ne fit que s'accentuer lorsque l'assistant du tailleur, le jeune apprenti d'Archie Smethwick, entra dans le café, l'air bouleversé. « J'ai vu quelqu'un, Miss Marple, » dit le garçon d'une voix tremblante. « La nuit dernière, près de la haie, quelqu'un vêtu d'une cape sombre rôdait. Ils ont laissé tomber quelque chose. On aurait dit une petite mallette. Ils se sont enfuis avant que je puisse voir qui. » Les yeux de Miss Marple se plissèrent pensivement. « Avez-vous prévenu la police ?» Le garçon secoua la tête. « Non, j'avais peur. Et s'ils revenaient me chercher ?» La voix de la vieille dame était douce, mais ferme. « Tu as bien fait de me le dire. Je veillerai à ta sécurité. » L'histoire de l'apprenti ajoutait une nouvelle dimension au mystère, confirmant que la haie était bel et bien un lieu crucial, non seulement pour le crime, mais aussi pour une transaction secrète. Miss Marple envisageait alors la possibilité que la mort du tailleur soit liée à autre chose qu'une simple querelle de village. Plus tard dans la journée, Miss Marple rendit une nouvelle visite à Venetia, sous couvert d'une visite amicale. Le regard de la jeune femme s'illumina brièvement à la vue de son visiteur. Mais la peur revint vite. « Venetia, je dois vous demander, qui d'autre est au courant des menaces que vous avez reçues ?» demanda délicatement Miss Marple. Venetia retint son souffle et jeta un coup d'œil vers la fenêtre au rideau, comme si elle attendait un observateur invisible. Seulement quelques amis proches. Mais je crains de ne pouvoir faire confiance à personne, pas même à ma propre famille. Mon cousin, Harold Giles, est distant. Il y a des choses qu'il ne me dit pas. Cette révélation déstabilisa Miss Marple. Giles semblait assez coopératif, mais le secret grandissant suggérait des failles plus profondes. En partant, Miss Marple repensa à l'outil de mesure tordu dans l'atelier de Carlton. Cela semblait un détail insignifiant, mais d'après son expérience, les petits détails avaient souvent une grande importance. Ce soir-là, une réunion du village fut convoquée à la salle communautaire, officiellement pour discuter de l'impact du meurtre sur les commerces et la sécurité locaux. La salle bourdonnait d'une énergie fébrile, les voix s'élevant et s'abaissant dans un débat anxieux. Miss Marple resta assise au fond, laissant les autres se révéler à travers leurs paroles. Carlton prit la parole le premier, d'un ton mesuré mais ferme. « Nous ne devons pas laisser cette tragédie compromettre nos moyens de subsistance.
Le commerce de la couture et du textile repose sur la confiance. J'exhorte chacun à coopérer avec la police et à éviter toute spéculation. » Son regard parcourut la pièce, se posant brièvement sur Penrose et Venetia. Il y perçait une pointe de défi, subtile mais évidente. Penrose prit ensuite la parole, la voix plus basse, mais non moins déterminée. « Je suis d'accord avec M. Carlton, mais je crois aussi que nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Des griefs de longue date ont peut-être contribué à ces événements. Il est temps de jouer carte sur table. » La salle murmura, mais la brusque inspiration de Venetia trahissait son malaise. Miss Marple remarqua la tension et se demanda quelle vérité Penrose cherchait à révéler. Après la réunion, Miss Marple s'attarda pour parler en privé avec Penrose. Son visage était usé, marqué par un mélange de culpabilité et de détermination. « Mademoiselle Marple, je dois vous avouer quelque chose, » commença-t-il avec hésitation. « Je connaissais Archie Smethwick mieux que quiconque. Nous étions amis, mais cette amitié s'est détériorée à la suite d'une affaire qui a mal tourné. Il a découvert quelque chose sur le passé de ma famille, quelque chose que je voulais garder enfoui. » L'intérêt de Miss Marple s'intensifia. Et quelle était cette découverte? Penrose hésita. Un scandale oublié depuis longtemps. Mon grand-père a été impliqué dans un vol, et Archie a trouvé des documents qui auraient pu le prouver. Il a menacé d'utiliser cette information pour me ruiner si je ne lui vendais pas mon terrain. Les enjeux étaient de plus en plus importants. Le meurtre n'était plus le fruit de querelles villageoises, mais s'inscrivait dans un héritage de trahison et de peur. Miss Marple remercia Penrose et promit la discrétion, sachant que la confiance était fragile dans ces moments-là. De retour à son cottage, Miss Marple étala ses notes et ses réflexions. Le morceau de velours vert, la peur de Venetia, le mètre ruban manquant, les menaces, l'outil tordu et la révélation de Penrose formaient une mosaïque complexe. Son instinct lui disait que la clé pour percer la vérité résidait dans les relations et les indices subtils que chaque villageois révélait involontairement. La danse psychologique s'intensifiait, et bientôt, un faux pas allait démasquer le meurtrier. Alors que la nuit s'épaississait, Miss Marple préparait sa prochaine action. Elle inviterait les personnes concernées chez elle, sous prétexte d'une réunion informelle, pour observer leurs réactions à des questions soigneusement posées. Le paisible village de Lower Tidderley était sur le point de connaître une révélation, et Miss Marple, avec sa profonde compréhension de la nature humaine, était prête à révéler les vérités cachées à la lumière. L'invitation de Miss Marple était délicate, mais intentionnelle. Un thé informel dans son cottage, offert à Venetia Rivington, Harold Giles, M. Carlton et M. Penrose. Le village bourdonnait de curiosité pour ce rassemblement, mais personne ne soupçonnait la véritable intention derrière cette hospitalité distinguée. L'après-midi de la réunion, le ciel était d'un gris discret, une légère bruine embrumant le jardin où Miss Marple attendait ses invités. L'air était chargé d'une tension inexprimée, une douce pression que le village n'avait pas encore pleinement perçue. À chaque visiteur, Miss Marple les accueillait avec sa chaleur habituelle et un sourire subtil et entendu qui suggérait qu'elle tenait en main les pièces d'un puzzle qu'il n'avait pas encore découvert. Venetia entra, la première, sa robe bleu pâle trempée par la pluie, le regard méfiant mais poli. « Merci de m'avoir invité, Miss Marple, » dit-elle doucement, comme si elle remerciait un peu de distraction. « S'il te plaît, Venetia, appelle-moi Jane, » répondit Miss Marple en la faisant entrer. La chaleur du salon, avec son feu de cheminée et le léger parfum de lavande, sembla apaiser un tant soit peu la tension de Venetia. Peu après, Harold Giles arriva, un peu trop vite et un peu trop sur ses gardes. Son regard parcourut la pièce, cherchant peut-être des alliés ou des menaces. Le regard de Miss Marple ne manqua, pas le tremblement nerveux de ses mains lorsqu'il accepta une tasse de thé. M. Carlton le suivit, imposant sa présence même dans cette petite pièce. Son attitude assurée et son expression maîtrisée masquaient une impatience latente, celle d'un homme désireux de reprendre le contrôle du récit. Enfin, vint M. Penrose,
dont l'entrée silencieuse fut presque éclipsée par le poids d'un regret inexprimé dans son regard. Miss Marple laissa quelques instants de bavardage informel se calmer, puis orienta doucement la conversation. « Je crois que nous sommes tous ici parce que la mort d'Archie Smethwick nous a laissés perplexes. Il est naturel de vouloir des réponses. Pourtant, parfois, la vérité ne se cache pas dans les accusations bruyantes, mais dans les recoins discrets de nos vies. » Elle regarda chaque personne à tour de rôle, guettant attentivement toute lueur de reconnaissance ou d'inconfort. J'ai réfléchi au maître ruban manquant. Ce n'est pas seulement un outil, mais un symbole. Archie était un homme qui connaissait la valeur de la précision, non seulement en couture, mais aussi en matière de confiance et de pouvoir. Les lèvres de M. Carlton se pincèrent. « Suggérez-vous que quelqu'un a pris le maître ruban pour dissimuler un crime ?» Miss Marple hocha subtilement la tête. « Je le crois. Et je pense que celui qui l'a pris espérait que cela réduirait au silence des secrets bien plus dommageables qu'un simple vol. » Les mains de Vénétia se crispèrent sur ses genoux. « Je ne comprends pas. Quels secrets ?» ?»« Des secrets liés à la propriété foncière, à la réputation familiale et aux trahisons, » dit doucement Miss Marple. « Monsieur Penrose, vous avez mentionné un document qu'Archie détenait, révélant quelque chose sur votre grand-père ?» Penrose soupira profondément. « Oui, c'est vrai. Archie a trouvé des preuves qui auraient pu détruire le nom de ma famille. Je l'ai supplié de les garder secrètes, mais c'était un homme qui appréciait le pouvoir que lui conférait la connaissance. « Avez-vous confronté Archie à ce sujet ?» demanda Miss Marple. « Je l'ai fait, » répondit Penrose à voix basse. « Mais j'avais peur de ce qu'il allait faire ensuite. » Miss Marple tourna son regard vers Harold Giles. « Et vous, monsieur Giles, vous avez entendu parler de régler ses comptes et de ne rien laisser au hasard. Archie vous a-t-il menacé ?» Giles se tortilla mal à l'aise. « Non, pas moi, mais Archie faisait chanter d'autres personnes, y compris la famille de Vénétia. C'est pour ça qu'elle a si peur. » Les yeux de Vénétia brillèrent. « Je n'ai jamais rien accepté. Je voulais juste protéger mon père. La protection a un prix, » observa Miss Marple. « J'ai également appris qu'un morceau de velours vert déchiré avait été retrouvé près de la haie où Archie a été tué. Vénétia, se pourrait-il que vous ayez été près de la haie cette nuit-là et que vous ayez perdu ce tissu ?» Vénétia déglutit difficilement. « Je marchais le long de la haie, oui, mais je jure que je suis parti bien avant minuit. » La voix de Carlton tranchait brusquement la tension. « Assez d'insinuations. La peur de Vénétia est évidente, mais ce n'est pas une preuve. Le vrai problème, c'est Monsieur Giles. Il se comporte bizarrement depuis le meurtre. » Miss Marple leva, doucement, un doigt. « N'accusons pas sans raison. Monsieur Giles, vous avez été évasif. Cachez-vous quelque chose ?» La façade de Giles se fissura. Sa voix se réduisit à un murmure. « Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. Archie, il allait me dénoncer pour mes dettes. Il a menacé de me prendre tout ce que je possédais si je ne payais pas. » « Et le maître ruban ?» insista Miss Marple. Giles baissa les yeux vers ses mains tremblantes. « Je l'ai pris. Je pensais que, si je pouvais le retrouver et le cacher, la menace disparaîtrait peut-être. Mais c'était trop tard. Archie en savait trop. » Le silence retomba dans la salle. Miss Marple scruta le groupe du regard, soupesant soigneusement leur réaction. « Mais monsieur Giles, » poursuivit-elle doucement, vos actions ne se sont pas limitées à cacher un maître ruban. Vous avez été vu près de la haie la nuit, du meurtre. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi ? La voix de Giles se brisa. Je suis allé supplier Archie, lui demander plus de temps, mais il était en colère, violent même. On s'est battu. Je ne voulais pas le tuer. Il est tombé, s'est cogné la tête contre un rocher. J'ai paniqué et j'ai pris la fuite. Vénétia retint son souffle, et même l'expression sévère de Carlton s'adoucit momentanément. Penrose détourna le regard, troublé. Miss Marple hocha la tête d'une voix calme mais autoritaire. « Merci pour votre honnêteté, monsieur Giles. La vérité n'est jamais facile, mais c'est le seul moyen d'apporter la paix. » L'inspecteur Craddock, qui était entré discrètement pendant l'échange, s'avança.
Monsieur Giles, vous êtes en état d'arrestation pour homicide involontaire sur la personne d'Archie Smethwick. Alors que le poids de la justice pesait sur la pièce, Miss Marple s'autorisa un léger sourire. Les fils délicats de la tromperie, de la peur et du désespoir s'étaient enfin dénoués, non pas par de bruyantes accusations ou des analyses médico-légales, mais par la compréhension des subtiles complexités de la nature humaine. Le village de Lower Tetherley ne serait plus jamais tout à fait le même, mais l'ombre qui planait sur lui s'était dissipée. Venetia, Carlton et Penrose, portant chacun leur propre cicatrice, allaient avancer dans la lumière inquiétante de la vérité. Miss Marple, toujours sereine, retourna dans son cottage tranquille, réfléchissant à l'équilibre fragile des secrets et du silence qui nous lient tous, et à la façon dont parfois, même la plus petite mesure, comme un maître ruban pris trop de fois, peut dévoiler les mystères les plus profonds. Alors que le village de Lower Tetherley retrouvait peu à peu son calme habituel, le poids des événements des semaines précédentes persistait comme une ombre. L'arrestation d'Harold Giles avait apporté un sentiment de soulagement mêlé de tristesse. Personne ne souhaitait une telle tragédie parmi les siens, et pourtant il fallait affronter la vérité. Miss Marple était assise près de sa fenêtre, regardant les derniers rayons du soleil de l'après-midi se coucher derrière les haies, ses aiguilles à tricoter, cliquetant doucement, tandis qu'elle méditait sur la délicate trame de la nature, humaine qu'elle avait une fois de plus détricotée. Malgré les aveux et l'arrestation de Giles, Miss Marple estimait que certains fils restaient à démêler. Il y avait des subtilités que les aveux seuls ne pouvaient expliquer, et la véritable mesure de la justice résidait dans la compréhension de l'histoire dans son intégralité. C'est lors d'une visite tranquille au jardin de Venetia Rivington que les derniers détails commencèrent à se mettre en place. Venetia, plus calme, partagea avec Miss Marple une lettre qu'elle avait trouvée cachée parmi les papiers de son défunt père. Une lettre rédigée à la hâte et dans le plus grand secret, laissant entrevoir une querelle de longue date, et un pacte secret conclu des années auparavant entre sa famille et une autre famille influente du village. Miss Marple lut attentivement la lettre. Le langage était prudent, presque codé, mais suffisamment clair. Il faisait référence à de vieilles dettes à rembourser, à des vérités cachées sous le velours vert et à un avertissement. Gardez la mesure qui nous lie. Miss Marple comprit alors que le fragment de velours vert déchiré n'était pas un simple morceau de tissu, mais le symbole de ce pacte secret, peut-être un morceau de vêtement porté pour signifier loyauté ou trahison. En réfléchissant à cela, Miss Marple invita à nouveau Venetia, Carlton et Penrose dans son cottage, cette fois pour révéler la vérité plus complète, celle qui allait au-delà du crime immédiat. Avec une clarté douce, Miss Marple expliqua comment Archie Smethwick avait découvert le pacte secret et comptait l'utiliser pour exercer son pouvoir sur les familles concernées. Ces menaces avaient ravivé de vieux ressentiments et de vieilles peurs, conduisant Giles au désespoir et finalement à la tragédie. Pourtant, a souligné Miss Marple, l'acte de Giles n'était pas un meurtre prémédité, mais la conséquence fatale d'années de rancunes enfouies, de malentendus et de marchandages tacites. Se tournant vers Carlton, Miss Marple remarqua sa retenue discrète. « Monsieur Carlton, votre surveillance attentive de votre atelier, votre instrument de mesure, tordu. Tout cela était le signe subtil de votre suspicion et de vos tentatives pour découvrir ce qui se cachait sous la surface. » Carlton hocha la tête, admettant qu'il avait senti que quelque chose n'allait pas, mais qu'il n'avait pas le courage de l'affronter ouvertement. Venetia, les larmes aux yeux, remercia Miss Marple pour sa gentillesse et sa sagesse. « Je comprends, maintenant que la peur et le silence peuvent être aussi dangereux que n'importe quelle arme. » Tandis que les invités partaient, Miss Marple se rassit, un léger sourire aux lèvres. Le mystère de Lower Tetherley était tissé de fils de faiblesse et de force humaine, secret gardé, erreur commise, mais finalement, la lumière de la vérité l'emporta. Avec un dernier regard vers le ciel crépusculaire, Miss Marple songea tranquillement. Les gens ne sont jamais tout à fait ce qu'ils semblent être, mais avec un peu de patience, un peu de gentillesse et un œil attentif, même le plus petit indice peut révéler la plus grande vérité. Et ainsi,
le village reprit sa vie paisible, marqué à jamais par l'histoire du tailleur qui prit une mesure de trop, et de la femme qui, avec une douce perspicacité, rendit justice non seulement à un crime, mais aux cœurs emmêlés de ceux qu'il touchait.